Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Ivoire, votre nouvelle émission YouTube incontournable au cours de laquelle nous parlons de sujets qui passionnent et qui façonnent la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, je suis avec deux merveilleux invités, Dr Yapi et Leslie Adassa. On va les applaudir très fort. Bonjour Leslie, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Merci beaucoup d'être là. Docteur Yapi nous honore également de sa présence. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci de m'avoir invitée. Merci Bonjour à vous. Leslie. Alors aujourd'hui, on parle d'une thématique qui est assez sérieuse et c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment voulu avoir le regard de quelqu'un qui s'y connaît. Et j'avais également envie d'avoir une jeune femme avec qui j'ai l'habitude de discuter. On a beaucoup parlé santé mentale et j'ai pensé que ça allait être un plateau merveilleux. Mais avant de commencer, on a une petite tradition. On fait un petit icebreaker. Donc, on vous pose des questions qui sont censées détendre l'atmosphère. Et donc, sur le sujet de la santé mentale, j'ai voulu qu'on parle des choses qui remontent le moral. Qu'est-ce que vous faites qui vous permet d'avoir le moral remonté lorsque il vous arrive d'être un peu triste ou de ne pas forcément avoir la pêche? Moi, quand j'ai un petit coup de mou, ce qui ne m'arrive pas souvent, j'ai deux alternatives. D'abord, et c'est toujours ce qu'il faut faire, c'est bouger. Moi, j'adore marcher. Et la forêt, le vert de la forêt est un grand régénérant pour moi. Donc, si je peux aller en forêt marcher, j'y vais. Sinon, à la maison, musique, danse. Ah, la danse, ça fait du bien. Voilà. Et puis marcher aussi, ça fait du bien. Ouais. Je suis un peu asthmatique, donc dès que je marche, je commence à être J'ai vu très une vidéo de essoufflée. toi. C'est parce que vous ne savez pas respirer pendant la marche. Très certainement. Voilà. Très certainement, il va falloir que j'apprenne. Et toi donc, Leslie? Ok, moi, c'est beaucoup la nourriture. Franchement, je pense que tout le monde sait que j'aime manger. C'est beaucoup la nourriture. Je peux manger vraiment, je commande un burger à loco par-ci, frites par-là. Je commande beaucoup, en fait, à manger. Et puis, quand je finis de manger, ça va. Manger la nourriture et manger la musique. Et puis, si je peux voyager, franchement, quand je suis à l'extérieur, c'est comme si je suis coupée de tout, coupée des appels déjà directs, coupée de beaucoup de choses. C'est comme si je m'évade totalement, j'oublie directement mes problèmes, tout. C'est un peu ça, c'est les trois. Attends, et puis la prière aussi. Ah, Ça aussi, il y a la ce prière, ça côté-là. apaise beaucoup Oui. aussi. Et donc, est-ce qu'on peut parler des raisons pour lesquelles ces techniques-là sont des techniques qui nous permettent de nous évader, de nous sentir bien? Est-ce que c'est sain, finalement, cette habitude de vouloir manger dès qu'on se sent mal, par exemple? Sain, non. Pour moi, c'est pas ça. Je m'attendais à la réponse. J'ai des problèmes de santé actuellement. Je ne sais pas 10 kilos. Surtout les Oui. types de nourriture que vous mangez. Mangez, oui. Le type de nourriture que vous utilisez, non, pas du tout. Vous allez le voir dans quelques années d'ailleurs. Oui, franchement, moi, j'ai commencé à ressentir ça. Voilà, mais sinon, c'est tout à fait sain parce que vous apportez... la première chose qu'un nourrisson fait, c'est manger. Donc, ça lui rapporte le fait qu'il est en satiété, qu'il est en sécurité, qu'il est aimé. Ça apporte tout ce corpus. Et au niveau des endorphines, c'est le boom, c'est l'équivalent d'une drogue. Toutes les activités que l'on va faire pour compenser les pertes d'énergie, donc les tristesses, tout ça, effectivement, vont venir soulever un peu ce qu'on appelle dopamine, sérotonine. Et donc, du coup, pouf, ça fait comme si le problème est parti parce que momentanément, on a une dose au niveau donc, de notre cerveau d'hormones qui nous donne un sentiment de jouissance. Mais en vérité, ce n'est que temporaire. Alors, j'aimerais qu'on puisse discuter de l'état des lieux de la santé mentale en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on trouve que c'est quelque chose dont on parle assez? Et est-ce qu'on trouve que nos populations, finalement, sont heureuses? Parce que, bon, moi, je regarde souvent des classements comme ça sur les réseaux sociaux qui peuvent ne pas être véridiques, mais on dit en général que les Ivoiriens font partie des peuples les plus heureux. Mais on a quand même un taux de dépression et de suicide qui est assez élevé. Donc, comment est-ce qu'on explique ça, finalement? Oui, vous pouvez. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Est-ce que c'est un peuple heureux? Tous les peuples jeunes sont des peuples heureux. D'accord. Maintenant, à l'intérieur de cette population, il y a des individus qui, eux, peuvent ne pas trouver le chemin de ce bonheur ou se heurter tout simplement à des difficultés et effectivement ne pas avoir le bénéfice donc, de leur jeunesse et du bonheur qui va avec. Mais ça ne veut pas dire que la population de Côte d'Ivoire est malheureuse. Ça veut dire qu'il y a des individus qui, eux, ne le sont pas et qui cherchent des voies et moyens avec des pathologies mentales ou des pathologies qui vont venir sur le mental, mais c'est peut-être pas ce qui est au départ. Ils sont pas forcément malades de leur mental. Je voudrais bien préciser cette litanie de la maladie mentale parce que qui se circonscrit à tort, mais bon, c'est ce que l'on voit au mot fou. Non, on va vers la folie parce qu'on va rencontrer des difficultés sur le parcours de vie
et on n'a pas les structures internes pour y faire face. Pour la plupart, quand ça se déclenche tôt, ou alors vraiment on est débordé par la situation problème et les structures vont céder. Et là, on va rentrer dans un certain épisode qui peut être une parenthèse, comme qui peut être de longue durée. Ça dépend de l'accompagnement, la prise en compte, la prise de conscience, l'aide que l'on demande et l'accompagnement qu'on reçoit. Bien sûr. Voilà. C'est une super réponse. Je me demande si tu as quelque chose à dire à ça. Parce que moi, quand je pense, effectivement, c'est vrai que les Ivoiriens sont heureux, mais je regardais une interview d'un sociologue qui disait que, en général, les Ivoiriens ont tendance à utiliser l'humour. On utilise énormément d'humour. Exactement. Et il disait... Pour dédramatiser beaucoup de choses. Pour dédramatiser, mais c'est aussi une réponse peut-être à la crise qu'on a vécue en 2011. Et donc, finalement, c'est se poser la question de savoir, est-ce que vraiment, ce n'est pas plutôt un mécanisme qui nous permet de survivre, ou bien est-ce que vraiment c'est représentatif de ce que la population ressent? Parce que moi, je veux pas qu'on oublie quand même le contexte, non seulement culturel, mais aussi économique. Je pense que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de manger à sa faim, de vivre avec les moyens qu'ils ont. Moi, je peux pas répondre, je peux pas parler pour tout le monde. Bien sûr. Je peux pas savoir pour à peu près tout le monde, mais je pense que c'est un moyen, c'est beaucoup un moyen pour dédramatiser les choses. Tu fais du second degré pour, enfin, tu souffres, tu n'arrives pas à manger, tu prends ça pour rire. Franchement, il y a beaucoup de choses. Même moi, quand j'ai des problèmes, je fais du second degré en même temps. Tu sais tu as des problèmes, c'est grave, mais j'essaie de faire de l'humour pour essayer d'apaiser un peu les choses. Je pense que c'est le moyen que nous, les Ivoiriens, on a trouvé pour, voilà. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'aide? Est-ce que tu trouves que ça t'aide, le fait de rire de ta situation et de te dire, bon, ok, c'est pas si grave que ça? Au moins, les gens ne me prennent pas par pitié, en fait. Je me dis, j'essaie de faire ça pour pas qu'on me prenne par pitié. Ou quand je vais expliquer une histoire, je vais expliquer ça peut-être d'une manière drôle ou bien d'une manière, voilà, en fait. Mais quand je vais parler, peut-être, parce que j'ai vécu des décès quand même, mon papa, j'ai perdu mon père, ma petite sœur. Donc, je vais pas expliquer ça en mode, waouh, franchement, je vais expliquer ça de manière drôle. Ah, quand j'ai perdu mon papa, il y a eu ci, ça. Franchement, c'est la manière à moi de pas peut-être que les gens me voient, oh, franchement, c'est vraiment triste et tout. Ça fait se sentir vulnérable, je sais pas, d'un certain point de vue. Hein. Ah, j'entends le mot vulnérable. La vulnérabilité, c'est quelque chose avec quoi je trouve qu'on a beaucoup de mal ici. On a beaucoup de mal à juste accepter que ce sont des émotions normales et que c'est le cours des choses. Et je sais que c'est votre domaine de prédilection, donc j'aimerais beaucoup entendre votre avis sur ça. Alors, comme vous avez pu entendre dans le discours de Leslie, qui dit beaucoup de choses, hein, effectivement, l'Ivoirien va mettre cette barrière de la dérision pour masquer son intimité. Déjà parce que peut-être qu'il n'est pas très à l'aise avec cet intime, parce que ça fait toujours écho à une faiblesse ou une fragilité, et on ne conçoit pas d'être faible ou fragile, alors que ça fait partie de notre constitution. On ne peut pas se prévaloir d'être fort si on ne connaît pas son pendant faible, ça n'a rien à... Mais cependant, ça ne veut pas dire qu'on doit l'exhiber. Donc, la dérision va venir beaucoup cacher la misère interne. Alors, quand je dis misère, il ne s'agit pas naturellement de la misérabilité, mais de toute cette pudeur de l'intime qu'on n'entend pas. Bon, il y en a qui l'exposent, hein. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'on l'apprécie, d'ailleurs. Mais voilà, parfois, on va utiliser voilà, cette espèce de barouf, de jeter en pâture quelque chose, pour dire quelque part sa souffrance, mais sans être dans l'étalage et chercher la plainte ou la compassion excessive. Donc, ça peut vraiment être ce cas de figure-là. Et ça me donne envie de parler des obstacles, finalement, à la conversation sur la santé mentale. Est-ce que nous sommes les premiers obstacles à cette conversation? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la société? Dans un contexte ivoirien, finalement. Moi, après, je me demande, est-ce que vous trouvez en tant que spécialiste que c'est une bonne idée de parler aux autres? Par exemple, nous, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne idée de s'exprimer, d'exprimer ses peines? Est-ce que ça aide vraiment? Parce que moi, par exemple, dernièrement, j'ai essayé sur TikTok. J'ai remarqué que j'ai eu tellement de vues. Je suis arrivée à presque 500 000 vues. Les gens étaient étonnés. Ah, je t'avais dans ma classe, tu souriais beaucoup. Je savais pas que tu avais vécu autant de choses. Et finalement, j'ai commencé à me sentir gênée. Les gens m'envoyaient des messages de réconfort. Franchement, tu as vécu ça, c'est horrible. Moi, je me plaignais de ma vie. Franchement, comment tu as pu... Je me sentais... c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Et la dernière fois, je me rappelle un truc banal. Il y avait le match de France-Portugal, je pense. Et il y avait Cristiano qui a... J'étais contente, je disais, ah, en fait, qui sortent et tout. Il y a une go qui m'a dit, faut pas essayer de soigner ta dépression et tout, il faut te moquer de Cristiano. Enfin, elle a pris ça au premier degré, genre vraiment, en fait. Je me suis dit, ah,
comme je suis venue parler de ça ici, C'est ce que vous utilisez vous utilisez contre moi. en fait. Est-ce que c'est réellement une bonne idée? Je sais pas. Ça dépend d'à qui peut-être aussi, hein, à qui on parle. J'allais, dans le cas de figure de Leslie, alors, pardon, c'est peut-être une question de génération, mais voilà quelqu'un qui va être dans le corps à corps, dans de la pudeur, et derrière un écran, dans l'exposition. Il y a un paradoxe. Donc, effectivement, ce que vous ne pouvez pas dire à vos proches, parce que vous avez peur qu'ils vous prennent en pitié, ou bien quelle que soit la réaction, vous le dévoilez au grand monde. Mais le grand monde, c'est 6 milliards de personnes, vous allez avoir 6 milliards de réactions. Il y en a qui vont se retrouver, qui vont peut-être avoir une espèce d'empathie, mais tous les autres vont utiliser ça. Vous vous ouvrez, vous vous offrez à la vindicte. J'allais donc dire que c'est absolument affreux. C'est affreux. Mais quand on le fait, on ne voit pas. On n'a pas tout de suite la projection de ce qui va se passer. Quand le mot, le langage, le verbe, la parole s'en va, on ne sait pas elle s'en va chez qui. Et vous ne savez pas comment on va l'utiliser contre vous. Puisque vous êtes en permanence en exposition, vous générez chez autrui de l'amour ou de la haine. Et tout ce que vous allez leur proposer va nourrir cet amour ou cette haine, qu'on vous connaisse ou pas. C'est-à-dire qu'on va faire une appropriation de vous et on va faire Rubik's Cube, on va mettre les différentes couleurs qui nous conviennent. Donc, on ne s'appartient plus quand on se met sur 6 milliards d'individus. Alors, Non, vous avez l'impression d'être, pardon, hein, d'être, comment dire, valorisé par le fait qu'on ait eu ces vues, mais c'est autant de personnes qui vous ont pris. Si nous étions dans une cosmogonie proprement africaine, vous sauriez que vous êtes possédé. Si on regarde vraiment dans cette espèce d'élan ou l'autre monde, parce que c'est un autre monde. Vous ne les connaissez pas non plus, ces personnes qui vous ont dit ci ou ça. Exactement. Donc, vous appartenez. Donc, c'est comme si vous vous dépossédez et vous vous mettez à disposition, en vérité. Mais ça, c'est les nouveaux médias hein, qui font ça. Mais on a l'impression d'être au pouvoir, mais vous ne vous appartenez plus du tout. Ouais. C'est vrai. Ah non, moi je suis parfaitement d'accord parce que quand je pense vraiment à l'avènement des réseaux sociaux, et avec notre génération, plus les gens sont vulnérables, plus ils génèrent de vues, plus ils génèrent. Il y a des influenceurs aujourd'hui qui s'asseyent devant leur téléphone et qui racontent leur vie, et c'est ce qui crée finalement l'engouement. Je sais pas trop d'où ça vient, mais du coup on a l'impression d'être vulnérable. En fait, on est totalement à la merci des autres. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, finalement, on a l'impression d'être entouré, mais quand on éteint le téléphone, on est tout seul. Exactement. Et ça, c'est un phénomène qui est en train de commencer à exister. On a l'impression qu'à travers le téléphone, on arrive à avoir un certain soutien, mais en réalité, c'est tout le contraire. En fait, je sais même et pas la chute est encore plus je sais pas c'est brutale. dû à quoi. Peut-être j'aurais du mal à expliquer des choses à mes amis, mais je serais très à l'aise à prendre ma caméra et expliquer ça à des milliers de personnes que je connais pas. Est-ce que c'est parce que tu les vois pas? Peut-être. Parce que vous ne les voyez pas, vous ne les touchez pas, ils ne peuvent pas vous toucher. Il ne va pas avoir ce toucher corps du yako ou de la peine ou bien directement. Tout ce qui est direct dans le tout de suite et maintenant, vous n'y avez pas accès. Donc, c'est tout à fait normal que vous fassiez comme ça, que ça vous paraisse plus facile. C'est l'interface. Et effectivement, si vous faites une étude peut-être sur longitudinale, sur quelques années, vous verrez que tous les influenceurs, quand ils vont perdre leur aura, il va y avoir beaucoup de suicides. Parce qu'il n'existe que par 6 milliards de personnes, mais il n'existe pas pour quelqu'un de proche. Parce qu'ils ont apuré l'environnement pour exister pour d'autrui, autrui étant autre. Et donc, quelles seraient les ressources finalement dont on aurait besoin pour arriver non seulement à s'exprimer, mais également à se sentir bien? Je sais que la communauté, c'est quelque chose d'important, mais se connaître aussi, c'est quelque chose d'important. Et c'est très difficile d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas. Tout à l'heure, je discutais avec Leslie qui disait, moi, vraiment, cette histoire de psychologue, de thérapie, il ne faut pas m'en parler. Elle me dit, vraiment, on me dit d'aller payer 25 000 pour aller parler à un psychologue. Si j'ai les 25 000, je suis heureuse. Et donc, il y a cet obstacle-là, ce truc de, mais pourquoi je vais aller parler déjà, on a des problèmes financiers et on te dit, oh, ça va pas. Par exemple, j'ai expliqué un cas. Moi, peut-être que moi, j'ai des problèmes de famille et tout. Là, ce dont j'ai besoin, peut-être, c'est m'éloigner de la famille ou quelque chose comme ça. Et on me dit, mais va voir un psy, va parler. Moi, je me dis, je suis plutôt le genre de personne, j'ai besoin de solutions, j'ai besoin qu'on m'aide. C'est pas en allant parler là, ok, sur le moment, ça va m'aider, mais à long terme, ça va jamais aller, ça sera comme un cycle. Tout le temps, je suis en train de parler à la psy, tout le temps, je suis en train de l'appeler en pleurs. Il n'y a aucune solution directe. Là, actuellement, j'ai besoin d'une solution à mon problème. J'ai pas besoin d'aller parler à un psy, en fait, pour moi.
Alors, je peux rebondir d'abord. 25 000, c'est pas grand cher payé. Je suis X fois plus, si ça peut vous rassurer. D'aller voir un psy. Et il y en a encore plus. C'est peut-être que vous avez une mal compréhension de ce que doit faire le psy. Et ça, c'est général. Oui, oui, vous ne savez pas ce que fait un psy. Et c'est sûrement parce que vous n'êtes pas arrivé au bout de la course de la recherche de solutions. Ça veut dire que vous avez encore des capacités à chercher des solutions que vous n'allez pas voir. Franchement, j'ai déjà essayé, hein. J'ai déjà essayé de contacter. Mais à chaque fois que je parlais de ça à mes amis, elles me disaient, fais le psy, pourquoi? J'ai déjà appelé parce que j'étais arrivée à bout. Parce que quand j'ai perdu mon papa, je sais pas comment ça s'est passé, mais je n'ai pas eu véritablement de soutien en griffe. Au début, tout le monde me regardait parce que j'étais vraiment proche de mon papa. Tout le monde me regardait pour regarder si je suis triste, si je pleure. Donc, j'ai commencé à être normale. C'est comme si j'étais dans un déni. J'ai perdu mon papa, je crois, en janvier. Il y avait mon anniversaire en mars. Donc, il me dit, je vais organiser mon anniversaire, mon giga anniversaire et tout. On me regardait comme ça. Mais est-ce que toi, tu es consciente? Mais je parlais tout sauf je fuyais le sujet et j'attendais quand tout le monde n'était pas là et je pleurais. Donc, tout le monde se disait, va bien, en fait. Et j'ai cultivé ça. Et puis, à un moment, j'ai commencé à chercher de l'amour, peut-être chez les garçons. Et ça m'a rendu. Quand je trouvais pas, je me disais, waouh, je suis abandonnée. Je me sentais tellement mal. Et puis après, j'ai perdu ma petite sœur. Voir un bébé de 2 ans, de 3 ans, on ferme les yeux comme ça. C'était terrible pour moi, en fait. Et là, ma maman aussi, elle était en deuil. Donc, c'est pas à elle de venir me consoler. Et je me suis dit, bon, j'ai pas le droit d'être triste. J'ai pas le droit. Donc, ça faisait que on n'a jamais eu la conversation pour me demander, est-ce que tu vas bien? Est-ce que, je sais pas si elle allait bien. Moi aussi, elle m'a pas demandé si j'allais bien. Et j'étais seule. Tes amis vont te consoler 2 fois, 3 fois. Mais si tu exagères, dire, mais elle exagère, en fait. Enfin, c'est la pensée commune. C'est bon, faut passer à autre chose. Donc, tu es obligé de passer à autre chose. Mais tu ressens quelque chose comme un vide et tout. Et là, par contre, je me suis dit, ça m'aurait fait plaisir de parler à quelqu'un qui allait me trouver des solutions et tout. Mais après, bon, je me suis dit, c'est normal la douleur. Et puis, on s'habitue, ça va passer. Alors, c'est très intéressant, effectivement, d'avoir à se cacher derrière le droit. Parce que, pendant que vous vous cachez derrière le non-droit, vous n'entamez pas le deuil. Vous ne rendez donc pas hommage à ce père parti pour lequel vous avez du lien. Le lien est donc toujours là. Et effectivement, alors je ne sais pas si c'est des épisodes, mais un lien qui est là alors que la personne aimée n'est plus là, ça va se tourner en toxique. C'est tout à fait normal. Vous allez en mettre des fers semblants, mais au bout d'une course, tant que le lien n'est pas défait, le tissage du lien n'est pas défait, la personne est toujours là. Donc vous n'entamez pas le deuil. Et le deuil, c'est un processus, s'il ne se fait pas, il pourrit. Donc, on va rentrer dans des dépressions larvées, on va se trouver dans des échecs, on va se trouver dans des impasses, on ne va pas réussir à s'investir dans des relations pérennes, on va buter en touche parce qu'il y a quelque chose qui a fini de dehors et pas fini à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a mis tout plein de barrages utiles, mais vains, pour dire que parce que autrui a le droit de souffrir et pas moi, parce que je suis une grande... Bon, des faux prétextes. Et en attendant, il y a une solution en interne qui est en train de pourrir et qui sortira plus tard. Le fait d'aller voir un psy, ce n'est pas pour des problèmes de tout venant. Aller voir un psy, c'est décider que je veux me mettre momentanément dans la main de quelqu'un qui comprend les processus du psychisme et qui va m'aider à sortir de mon impasse. Donc, je reconnais que je me suis engagée dans une impasse et que toute seule, je n'y arriverai pas. D'accord ? Ce n'est pas une question d'argent, aller voir le psy. Je suis persuadée que vous allez craquer sur un habit, que demain matin, voilà. On est d'accord? Ce n'est pas une question d'argent, aller voir le psy, c'est une question de courage. Je vous le dis parce que moi-même, j'ai eu faire ma thérapie et j'ai dû solliciter ce courage tout en connaissant toute l'architecture d'une thérapie. Ça demande du courage parce que ça demande de se dévoiler, enlever le voile, se mettre à nu. Pas pour qu'un autre nous entende, mais pour qu'on se voit réellement. Et on ne veut pas se voir parce qu'on s'est tellement mis une structure de je suis ci, je suis ça, je suis vaillante, enfin plein de tralala très inutiles
que voir qu'en vérité, on n'est pas tout ça. Après, on se demande, mais cette nudité, comment je vais la recouvrir maintenant que j'ai vu où je suis et à quel point de l'avancée dans le monde je suis. Voilà, parce que quand on perd son papa, quel que soit Alpha, on est une petite fille. Vous auriez eu 70 balais, il aurait eu quelques années de plus, vous auriez été sa petite fille. Et une petite fille, eh bien, ça pleure. Une petite fille, ça réclame. Une petite fille, ça cherche maintenant la main qu'on va pouvoir tenir pour traverser la vie. Puisque visiblement, vous ne l'avez pas trouvée du côté de votre mère. Vous comprenez? Donc, c'est une grande solitude. Et ne pas vouloir faire le deuil, c'est reconnaître quelque part que vous n'êtes pas prêt à traverser la vie toute seule. J'allais dire la rue, oui, mais surtout la vie toute seule. Or, c'est ce qui se produit, puisqu'il n'est pas là. Dans le processus de deuil qui s'engage, il y a pourquoi tu m'as quitté, il y a de la colère, il y a tellement d'événements qui vont sortir. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Ça fait que tu as beaucoup peur que quelqu'un t'abandonne. Moi, je préfère quitter les gens qu'on me quitte, franchement. J'ai développé ça. Quand je vois une relation que tu es bizarre avec moi, je vais te quitter parce que j'ai peur. Je sais pas ce que je vis. Je te quitte et même moi, je passe par des émotions. Je me rappelle qu'une fois, quand on dit l'expression j'ai mal au cœur, j'ai ressenti ça. Et j'avais tellement mal au cœur que je suis partie à l'hôpital, je suis partie faire les examens et tout. On m'a dit, mais tu n'as rien. C'est juste que peut-être que le rythme, ton rythme, mais c'est pas une maladie en fait. Essaie de. Mais j'ai connu vraiment ce que les gens disaient. Avant, je croyais pas. Les crises d'angoisse. Parce que je me dis, comment je vais faire sans la personne? Mais je vivais sans la personne en fait. Je comprends pas. Peu importe la relation, genre, on se connaît aujourd'hui, on s'est juste fréquenté. Je ne t'aime pas forcément, mais j'ai vraiment du mal à te quitter. J'ai ce truc-là de peur de séparation et tout, franchement. C'est pour ça que j'aime pas les aéroports. J'aime pas aller dire au revoir, tout ça, j'aime pas. Ouais. Non, ça me fait de la peine. Mais j'aime pas les funérailles et tout, franchement, ça passe pas. Et j'entends peut-être cette idée de ne pas forcément vouloir accepter, parce que quand tu dis, mais je vivais sans la personne, donc pourquoi est-ce que je me sens de cette façon-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez souvent, les gens qui n'ont pas forcément envie d'accepter que c'est ce qui est en train de leur arriver, donc c'est difficile même d'aborder un processus qu'on n'a pas forcément finalement accepté? Après, moi aussi, je voulais savoir, est-ce que c'est la dépression aussi? Parce que, après, moi, par exemple, moi, je suis chrétienne et je vais beaucoup à l'église. C'est comme si on nous dit, je dis, de ma compréhension, hein, tu n'as pas le droit d'aller mal. Enfin, pas que tu n'as pas le droit d'aller mal. Mais ça va, en fait, tu as Jésus. Donc, ça va. Tu peux pas aller voir un psy parce que Jésus va te guérir. Ça va aller. Si tu vas mal, c'est que tu pries pas assez. Ou bien, sois fort. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est là. Donc, enfin, finalement, moi, j'ai accepté que, oui, la vie, c'est comme ça. Oui, ça fait souffrir. Oui, tu dois souffrir. Oui, c'est comme. Il y a des épreuves. Oui, tu as les épreuves. Et c'est moi qui suis obligée de motiver mes amis. T'inquiète, ça va aller. Comme le premier ministre l'a dit, plus vous souffrez, plus vous aurez de la joie. Je me suis dit, vu que c'est moi qui motive mes amis, j'ai pas le droit d'être triste longtemps. Je peux être triste 2 jours, on me demande ça va. Oui, ça va bien, tu vois. Et j'ai un truc, à l'église, j'ai un responsable. À chaque fois qu'il m'attrape, il me demande ça va. Je dis oui. D'habitude, quand les gens te demandent ça va, c'est oui, oui. Il dit, tu es sûr que ça va? Et à chaque fois qu'il fait ça, je commence à pleurer. Je suis sûre que ça va. Et je commence à pleurer parce que je me dis, je suis fatigant en fait. Je sais pas si je suis en dépression. En tout cas, si je suis en dépression, je ne l'accepte pas du tout en fait. Je me dis, je suis forte, je vais passer, ça va aller en fait. C'est l'idée que moi j'ai. Ça va aller, peu importe. Je me dis, je touche du bois, si même ma maman s'en va, j'accepte en fait. Je vais surmonter ça. Je suis forte. Je me suis mis cette idée en tête. Donc, je sais pas si c'est la dépression que je suis dans le déni ou je sais pas. Non, cette idée de religion, même de dire tu dois aller bien parce que Dieu est là. Et ça fait que, là, avant de chercher, je venais te poser une question sur le viol, un truc comme ça. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails. Même si je vis un truc comme ça, genre sur le viol, je vais pas accepter de mettre les mots comme ça pour dire moi, on m'a violée. Genre, je n'accepte pas ce genre d'idée comme ça. Genre, je me dis, c'est un truc, ça peut arriver. Genre, les idées comme ça. Et puis on passe à autre chose en fait. Faut pas t'étaler sur les souvenirs, venir penser à ce genre de détails. Je me dis, ne t'attarde pas sur les détails, ne réfléchis pas, ne pense pas à la personne. Je pense pas à la personne. Je me rappelle même pas de la voix de mon papa. Je pense pas à lui, en fait. Tout simplement. Je ne pense pas aux gens. J'évite au maximum de penser à toi, tout ça. Peut-être que je sais pas si c'est le déni ou c'est la dépression. Je sais pas dans quel état on peut situer ça.
J'entends énormément de choses, mais quelque chose sur quoi je voulais rebondir, c'était cette idée de religion dont on parlait d'ailleurs. Cette idée que quand on a Dieu, on a tout. Moi, je sais que je connais quelqu'un qui... Moi, ça a fini par m'exaspérer. C'est-à-dire quand il se sent mal, il va sur des jeûnes de 3, 4, 5 jours, il finit déshydraté, fatigué et en plus déprimé. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer cet équilibre entre la religion, mais aussi un équilibre mental, c'est-à-dire maintenir sa santé mentale et reconnaître que c'est quelque chose qui existe? Docteur, est-ce que vous êtes, je ne sais pas si c'est indiscret de demander si vous êtes chrétienne, musulmane, si vous avez une religion, une croyance, quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça. Je suis assez critique sur ça. L'Africain et sa croyance m'a beaucoup appris. Il y a des choses qui sont fabuleuses. Et à côté de ça, je crois qu'il y a une déresponsabilisation personnelle en mettant tout sur Dieu. Et je ne suis pas sûre qu'on ait tous très bien compris ce que c'était. Il a quand même dit « aide-toi et Dieu t'aidera ». Donc la partie de « aide-toi », je crois qu'on l'a largement mise aux oubliettes pour ne être... Parce qu'en fait, c'est une constitution de l'état d'esprit. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut, c'est une constitution. L'Africain en général est très externe. Tout ce qui arrive vient de dehors. Donc, il va chercher obligatoirement des solutions externes et plus externes que Dieu, il n'y a pas. D'accord? Et alors, ça pourrait être, c'est un super contenant, c'est un très, très bon lieu de réconfort. Il y a des paroles absolument superbes, mais ce n'est pas une flagellation. Ça veut dire qu'on ne comprend pas les paroles. On les prend, on ne les dissèque pas, on ne les analyse pas. Où est-ce qu'il a été dit dans la Bible, tu n'as pas le droit? Une fois de plus, c'est un jugement qu'on se porte par rapport à pourquoi? Est-ce que tu es moins humain que les autres humains? Je ne sais pas. Bref, il y a beaucoup. Je crois que la religion est un excellent tuteur pour avancer, mais il faut la comprendre. Il ne faut pas l'absorber comme un manteau quand ça vient et puis non, 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 non. Elle a des choses à dire. Elle est censée te faire grandir. Donc, quand on la prend toute comme ça et puis aller à Jacques Taès, ce qui arrivera, arrivera. Bien sûr, c'est le process de la vie. Hein. La vie est très autonome de nos volontés. Mais on a des activités à faire entre notre naissance et notre mort. On va avoir plusieurs fois le genou à terre. D'accord? La seule chose qui incombe à la religion ou à la foi, c'est de se relever. C'est là qu'elle est très importante. Je ne suis pas seule, même quand je suis toute seule, je ne suis pas seule, je suis habitée. J'ai pas besoin mais j'ai pas besoin de m'allonger matin, midi, soir. Je suis habitée déjà. Je suis une créature du Créateur. Qu'ai-je besoin que quelqu'un vienne me lire? Non, je m'écoute, il est là. Normalement. On n'a rien créé, les humains n'ont strictement rien créé à part le désordre. Tout ce qui est là, c'est la création. On ne fait qu'imiter, reproduire. On n'a rien créé. D'accord? Donc, il suffit d'être à l'écoute de soi, vraiment à l'écoute de soi, et on aura toutes les solutions possibles. Le travail de psy, c'est de dégager un petit peu pour que vous allez chercher le vrai vous. Parce que dans vous, il y a lui. Mais quand on n'est pas sûr de pouvoir faire ce travail, généralement, on fuit. Ce que vous faites, c'est de l'évitement, c'est de la fuite. Vous fuyez. Et pendant que vous fuyez, c'est vrai que vous mettez en place beaucoup de plateformes pour vous étayer. On appelle ça des étayages. Un peu comme les échafaudages, là. Mais un coup dur, une bourrasque, et l'échafaudage tombe. Parce que vous n'avez pas remblayé ce qu'on doit remblayer de tout ce qui est de l'abandon, de tout ce qui est de la perte, de tout ce qui est primordial. C'est pas là. Tout ce qui est là, c'est de l'artifice. Donc, à un moment donné, on peut très bien vivre avec l'artifice, hein, tant qu'on n'a pas le coup magistral. Quand on a le coup magistral, on va rentrer dans une dépression qu'on appelle profonde, majeure, et pour remonter, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de thèmes autour de la santé mentale qu'on ne discute pas assez. On a du mal à savoir vraiment à quel moment est-ce qu'il faut demander de l'aide. Alors, la dépression, c'est une véritable maladie mentale
Et on va la retrouver, c'est un petit peu le petit poussé de pratiquement toutes les pathologies qui vont venir. Même quand tu as une pathologie du soma, une des premières choses qui va être affectée au niveau du psychisme, on va le voir avec des épisodes de dépression. Parce que la dépression, elle vient dire quelque chose de très spécifique. Elle vient dire, ah, attention, quelque chose ne va pas, mets-toi à l'arrêt, fais pause. Hein, d'accord? Donc, même quand on a, je sais pas moi, des pathologies digestives, des cancers, pouf, on va avoir un affect immédiat au niveau du psychisme, d'accord? Donc, la dépression, elle a sa nomenclature, elle a ses symptômes, elle a ses mouvements et elle va avoir effectivement ses thérapeutiques. Donc, la personne qui va entrer en dépression sait pertinemment que quelque chose ne va pas et elle voit que ça ne va pas. Mais le psychisme, il est organisé pour venir en aide. Il a plein de défenses, plein de mécanismes. Et comme je le disais en entame, c'est quand tous ces mécanismes vont sauter, ne vont plus être en capacité d'aider la personne, que là, effectivement, on va s'écrouler. Mais avant ça, surtout si on n'a pas reçu, pas l'éducation, mais si on n'a pas reçu le savoir aller vers l'autre, et en particulier le thérapeute, eh bien, ça va prendre du temps. Et généralement, on va s'écrouler. Et c'est là on va se trouver à l'HP. On va directement à l'HP parce que tout s'est effondré. La perte d'envie de vivre, voilà, c'est la dernière énergie. Je n'ai plus envie de vivre, je n'arrive plus à sortir du lit. C'est pas mon patron dit, non, il n'y a plus de patron. Là, il n'y a plus d'écho. Il y a un corps qui ne répond plus à aucune volonté parce qu'il s'est émoussé à lutter. Ça m'est déjà arrivé à l'université. Hein. J'ai tapé les 1 mois sans aller à l'école. Hein. Je suis juste couchée, j'ai pas envie de me lever. Voilà, on n'a plus envie de manger, on n'a plus envie d'alimenter ce corps qui est la source de vie. Parce que on n'a plus tout ce que je disais tout à l'heure, dopamine, sérotonine, ça s'est épuisé et on n'a que de la vision morbide. D'abord, on n'a pas de demain, on n'envisage pas demain, on est dans la minute. Tout à l'heure va venir, mais on n'a plus. Et si en plus ça a été précipité par un chagrin, une déception, quelque chose de dehors, eh bien, on est en train de ressasser ça. Donc, le peu d'énergie qu'il y a pour maintenir la vie au lit, on la passe à ressasser le chagrin. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, ça, c'est de la dépression. Avant, on va avoir plein de petits épisodes, comme la déprime, mais ça peut être des coups. On va avoir du spleen, ça peut être des petits coups. Tout ça, c'est la dynamique de la vie, d'accord? Parce que ce qui s'engage dans la journée d'aujourd'hui, ça va être mon investissement personnel, le qui je suis, le comment je m'aime, tout le narcissisme qui nous habite, on va le mettre à disposition d'une journée. Et on peut se prendre une claque parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit « Ah, t'es très moche » ou bien on peut se prendre un sourire « Ah, t'es très belle ». Voilà, l'interaction que les êtres humains vont nous apporter va nourrir ou déflatter un petit peu cette estime. Donc, on peut avoir en bout de course un petit spleen. On peut s'être échiné toute une journée à travailler et puis en fin de course, le travail n'est pas payant. On peut avoir un petit coup de spleen. Mais voilà, ça, ce sont des épisodes. Il faut voir la régularité et puis faut voir surtout si on rebondit. Si vraiment on est une personne enthousiaste, le petit coup de spleen, c'est rien. Si on est une personne pessimiste, le petit coup de spleen s'additionne. Les angoisses et les anxiétés, ce sont des phénomènes liés à nos vies trépidantes. Nous sommes en permanence challengés dans la performance, alors que nos organismes ne sont pas faits pour ça. D'accord? Ils sont faits pour vivre, ils cherchent une certaine homéostase, c'est-à-dire à faire en sorte que les besoins spécifiques et essentiels soient appliqués. Tout le reste ne c'est que du superficiel. Or, nous avons fini avec les besoins essentiels et nous courons derrière les besoins superficiels. Et les besoins superficiels, il y a une hyper concurrence. Il y a une hyper concurrence. Et la lutte, elle est âpre. Donc, on peut avoir l'anxiété de performance, l'anxiété de se maintenir à flot, l'anxiété de continuer à survivre. Parce qu'on sollicite notre reptilien, notre cerveau primitif, alors qu'il n'y a plus de raison il n'a pas besoin, il n'est pas supposé être actif pour des pécadilles. Mais c'est tellement réel pour nous, que finalement, il se réveille. Parce que c'est un gardien, c'est un warrior, il est là pour nous défendre.
mais on ne va pas se défendre contre des pécadilles. Donc, il est là, il voit bien qu'il n'y a pas de lion, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas tout ça, de meurtrier, il n'y a pas tout ça, mais on le sollicite. Donc, il est là en vain. Il est aux aguets en vain. Et il finit par fatiguer. Donc, ça finit par créer des angoisses et des anxiétés majeures parce qu'on sollicite moi je l'appelle le gardien, vous le verrez nulle part ailleurs hein, dans la littérature, je l'appelle le gardien qui passe en mode guerrier quand vraiment la personne se sent acculée, mais pour rien. Il ne peut pas décharger. Donc, il tourne à vide. Mais alors, même ce mécanisme d'appeler le psy aujourd'hui, dès qu'on se sent mal, est-ce que c'est quelque chose que vous observiez peut-être il y a une dizaine d'années ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait un peu plus? Je veux revenir un peu au contexte de la Côte d'Ivoire. C'est pas une sorte de dépendance. Et savoir si la nouvelle génération peut-être est plus apte finalement à demander de l'aide. Parce que je suis sûre qu'il y a eu des cas de personnes déprimées ou de personnes qui ont décidé de mettre fin à leur jour, qui n'ont pas forcément demandé cette aide-là. Mais est-ce qu'on voit finalement peut-être une évolution au niveau des populations plus jeunes? À tort ou à raison, je n'ai pas beaucoup accès à la jeunesse. C'est un paradoxe en tant que professeur. Nous avons des étudiants, peut-être même voilà, qui passent par des moments. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants qui viennent faire de la psychologie, dans la volition de faire de la psychologie, c'est parce qu'ils cherchent à résoudre des problèmes en interne. Et comme ils n'ont pas le courage d'aller faire le travail, ils cherchent les mécanismes théoriques qui vont leur permettre de faire le travail. Donc, j'ai plutôt accès moi, je suis de l'adulte, je fais la psychopathologie de l'adulte. Donc, j'ai plutôt affaire à de l'adulte, mais j'ai des enfants ou des adolescents qui vont venir comme problématiques de leurs parents, pas problématiques personnelles, d'accord, liées à l'adolescence ou à tout plein de choses. Voilà, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont aucun problème. Et c'est tout à fait normal, ils sont en train de vivre quelque chose de ce qu'il y a à faire dans l'adolescence. Et il se trouve que c'est quelque chose de problématique pour leurs parents, mais en eux-mêmes, ce n'est pas problématique, sauf quand ils sombrent dans la drogue. Mais ils demandent rarement de l'aide, puisque la drogue fait office soit de prière, soit de psy. C'est un étayage. C'est bien plus tard qu'après, le travail de la drogue a bien fait son travail, justement, et c'est ça. La santé est gratuite? Non, c'est faux. La santé est extrêmement payante. Mais après aussi, quand tu vois comme la jeunesse dépense dans les boîtes de nuit, dans les champagnes, on peut bien s'offrir un psy, hein, franchement. Il y a des gens qui peuvent. C'est juste une question de volonté. Hein. Il y a des robes qu'on paye qui sont vraiment chères. Si moi, aujourd'hui, je suis malade, je suis prête à aller dépenser des grosses sommes pour faire un scanner. En Côte d'Ivoire, un scanner, c'est à peu près 110 000. Peut-être tu peux t'offrir des séances de psy. Souvent même, moi, je me suis retrouvée à l'hôpital plusieurs fois. J'étais même pas malade, mon corps. C'est vraiment dans la tête. Vraiment la tête. Quand tu es en bonne santé mentale, ton corps ne peut qu'être bien, en fait. Le mental, ça joue beaucoup sur le physique, sur beaucoup de choses. Si tu vas bien dans ta tête, forcément, assurément. Je pense que même on dit le cancer, là, franchement, le mental joue beaucoup sur la rémission et tout. Franchement, c'est important. Donc, si on est vraiment, il y a des gens qui motivent, qui t'expliquent des choses derrière l'importance même de ça, ça sera beaucoup plus facile, en fait, de dépenser dans ça que d'aller s'offrir la nourriture. Moi, je dépense beaucoup dans la nourriture. Donc, ça serait bien, franchement, qu'on comprenne l'importance d'abord. Voilà, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui doivent rappeler l'importance. C'est vraiment important. Que tes parents minimisent pas. Tout ça, franchement, il y a beaucoup de choses qu'on doit expliquer autour. Et du coup, je me demande alors, pour terminer notre propos, la question que j'ai pour le Dr Yapi, c'est déjà où est-ce qu'on peut trouver les psychologues? Comment est-ce qu'on peut s'en approcher? Moi, je sais que je cherchais un psychologue ivoirien, j'ai juste tapé sur Internet, mais je n'avais pas forcément de moyen de savoir quel était son domaine, quelle était son expérience. Je ne suis pas sûre qu'on ait des plateformes où souvent on a le profil du psychologue, comme ça peut se faire. Où est-ce qu'on peut les trouver pour les gens qui nous regardent? Et puis pour Leslie, la question, ce sera où est-ce que tu vois l'avenir finalement de cette conversation sur la santé mentale dans quelques années? Alors, nous avons quand même un comité national des psychologues. Donc, je pense qu'on est sur une plateforme. Et sur ce comité-là, les différents types de psychologues sont listés pour ceux qui ont bien voulu se faire connaître. Et puis, leur background, leur type de diplôme, si nous sommes ou des docteurs ou des machins. Et puis, leur spécialité. Et dans les spécialités, ce qu'ils font en plus.
moi, je suis clinicienne, je fais telle thérapie, par exemple. Voilà. Normalement, ça devrait sortir comme ça. Mais je vous reconnais le droit parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'appellent au hasard parce que je crois que j'ai fait une formation et on m'a targué en première ligne, ce qui ne m'arrange pas. Et c'est souvent moi qu'on appelle. L'ennui, c'est que moi, mon budget n'est pas comment ça s'appelle? Le prix de la consultation n'est pas accessible à tout le monde. Oui. Donc, c'est le comité des psychologues. Oui, Comité national des psychologues de Côte d'Ivoire, SYNEPSI. Super. Alors, est-ce que tu as à nous dire sur cette conversation? Est-ce que tu penses que c'est une conversation qu'on va continuer d'avoir? Est-ce que tu penses que les langues vont se délier? Franchement, je pense que c'est une conversation qu'on va continuer d'avoir. Tant que une personne ne s'est pas élevée pour commencer à se battre continuellement. Je pense qu'un combat, c'est une longue période. J'ai vu un gars qui s'est battu pour l'histoire du Kappa en Côte d'Ivoire et toute une longue période. Et franchement, c'est quelque chose dont quelqu'un doit... C'est comme la publicité. Plus tu en parles, plus ça... Quelqu'un doit parler, et puis se dédier à ça pour que vraiment ça aide beaucoup de gens. Il y a des gens qui comment je vais dire ça? Ils ont des pouvoirs, ils ont des contacts pour toucher, pour parler à tel ministre ou à ministre de l'Éducation, pour donner de l'importance de tout ça, entre autres. Ça serait vraiment bien, franchement. Oui, non, parfaitement. Effectivement, je pense aussi qu'on a besoin de continuer à en parler, on a besoin de prendre des initiatives, on a besoin d'accepter nos émotions. Et puis, je pense que le contexte culturel, les familles, les parents, faut qu'on puisse parler. Tu disais tout à l'heure, j'avais du mal à parler à ma maman de notre situation de deuil. Avoir la conversation, ouvrir la conversation, et puis accepter que c'est vrai qu'en famille, il y a la hiérarchie, il y a les parents qui sont là, il y a les enfants qui sont là, mais qu'il y ait quand même une conversation qui soit installée, qu'il y ait un échange qui soit possible. Et qu'on fasse attention les uns aux autres. Je pense qu'il y a des signes quand même qui existent. Quand une personne est en dépression, quand une personne ne va pas bien, observer ces signes-là, je sais pas, l'angoisse, le fait de tout le temps être sur les nerfs, le fait de ne pas vouloir se lever, c'est des choses où on doit être alerte pour pouvoir finalement signaler. Il ne faut vraiment pas se renfermer parce que je te dis, personne ne comprend. Il y a des spécialistes pour ça, pour te comprendre. Peut-être qu'ils sont pas aptes, mais ils ne veulent pas reconnaître. Il ne faut pas se renfermer parce qu'après, ça crée beaucoup de choses. Faut te diriger vraiment vers les spécialistes. Il ne faut pas écouter les gens qui te disent « Ah, il faut prier, mais tu sais que tu n'arrives pas, tu as besoin de parler. » Cherche des gens, les spécialistes pour ça. Je pense que c'est très important. Très important. J'aimerais vous remercier en tout cas pour votre présence sur ce plateau. J'ai été extrêmement édifiée, contente de vous avoir parce qu'on a pu avoir une super conversation qui, j'espère, pourra en aider plus d'un. Merci beaucoup d'avoir regardé Paroles d'Ivoire et on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.